Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, j'espère bien que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, le cours concernant les élèves de deuxième année baccalauréat international, option français. On va voir, Inch'Allah, ensemble l'unité 1 concernant les SVT, la première unité, premier chapitre, intitulé les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Dans un premier temps, nous allons voir un tout petit peu ce qu'il y a dans les instructions officielles. On va voir les grandes lignes de ce chapitre, de cette première unité. Donc, on a les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Ça, c'est la premier paragraphe. Les phases de la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, les principales phases de cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie et rôle des chaînes respiratoires dans la phosphorylation oxydative. On va voir aussi l'ultrastructure de la mitochondrie, les phases principales de la fermentation, et on va faire enfin une comparaison du bilan énergétique de la respiration et celui de la fermentation en voyant un tout petit peu la notion de rendement énergétique. Donc, pour détailler ces lignes de cette première unité, premier chapitre, on va voir le plan de cette exposition. Donc, dans un premier temps, on va voir une introduction générale dans laquelle on va un tout petit peu voir des prérequis concernant cette unité. Ensuite, on va voir un grand tas mis en évidence des types de réactions responsables de la libération de l'énergie potentielle des nutriments organiques ou bien de matière organique. Deuxièmement, étude de la respiration cellulaire. Troisièmement, étude de la fermentation. Et, comme on avait déjà vu, un dernier point, le rendement énergétique de la fermentation et de la respiration. Donc, on va débuter par cette introduction générale dans laquelle on vous présente ici un schéma résumant une unité que vous avez déjà étudiée l'année dernière en sixième année ou bien en première année baccalauréat. Donc, ce schéma, ça concerne la deuxième unité qui est la production de la matière organique chez les cellules des végétaux, chlorophylliens. Donc voilà, ici on vous présente un schéma général de ce phénomène qui est la photosynthèse. Et dans ce schéma, on observe bien les deux phases, la phase photochimique et la phase obscure. Donc cette phase photochimique ou bien phase lumineuse, qu'est-ce qu'on a ici en résumé? La lumière absorbée par les pigments chlorophylliens est transformée, c'est une sorte d'énergie, l'énergie lumineuse. Donc, cette lumière qui contient une quantité d'énergie, cette énergie, elle est transformée au niveau de la cellule, au niveau précisément du chloroplaste, en une forme d'énergie chimique, qui est l'ATP d'une part et un pouvoir réducteur qu'on a résumé ici par la forme RH2. Donc, cette transformation, cette conversion faite par les plantes, elle nécessite la présence d'eau qui subit une photolyse pour se transformer en oxygène. Donc ça, c'est l'origine de l'oxygène libéré lors de la photosynthèse. Très bien. Donc ça, d'une part, c'est la phase photochimique. Donc, si on veut résumer cette phase, qu'est-ce qui se passe? La feuille ou bien les cellules, précisément l'organite, le chloroplaste, dont on a énormément de pigments chlorophylliens, absorbe l'énergie lumineuse contenant une énergie. Cette énergie elle est transformée par le biais d'un certain nombre de réactions et de mécanismes en ATP et en RH2, pouvoir réducteur. Par la suite, ces deux formes d'énergie, ils sont stockés au niveau de la matière. Comment ça? Ça nécessite un certain nombre de réactions chimiques cycliques qui s'appellent le cycle de Calvin, dans lequel on incorpore le CO2 absorbé par ces cellules chlorophylliennes et ce CO2 il est transformé en matière organique comme des sucres, des lipides, dans un premier lieu le glucose par exemple qui peut se transformer en acide gras, en acide aminé, ça veut dire en protéines ou bien en lipides. Donc on va faire incorporer cette énergie chimique dans cette matière organique. C'est ça la phase obscure. Donc enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces plantes chlorophylliennes?
Ces plantes, elles sont nommées autotrophes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent assimiler le CO2 atmosphérique sous forme minérale. Ils peuvent assimiler ce CO2 atmosphérique qui est sous forme minérale, dont on n'a pas d'énergie. Il peut être transformé en matière organique. Donc, ces plantes, elles peuvent fabriquer leur matière organique en se basant sur des mécanismes propres à elles seules. C'est pourquoi elles sont nommées autotrophes. D'autre part, elles sont nommées aussi phototrophes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent assimiler l'énergie lumineuse, comme on avait déjà vu ici. Ce n'est pas comme tous les autres êtres vivants, par exemple les animaux, ils ne peuvent pas assimiler cette énergie lumineuse. C'est pourquoi ils ne sont pas qualifiés de cette nomination phototrophe. Bien, donc on va un tout petit peu voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc on avait dit que pour produire leur matière, ces végétaux, pour produire leur matière organique, par le biais de la photosynthèse, ils convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique, ATP, RH2. Par la suite, cette énergie est stockée au niveau du sucre. Elle est emmagasinée au niveau de la matière organique, à savoir les trois classes, les lipides, les glucides et les protéines. Bien. Donc, on va voir ici un schéma bilan de la photosynthèse. On a l'absorption de CO2, plus l'H2O, l'eau, plus l'énergie lumineuse absorbée par les pigments chlorophylliens, et par le biais d'un certain nombre d'enzymes, beaucoup d'enzymes, on va transformer cette matière-là minérale en une matière organique très riche en énergie chimique. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle, plus bien sûr l'oxygène qui est libéré. On va passer maintenant à un autre thème, c'est le flux de la matière et de l'énergie dans l'environnement. Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème. Vous avez déjà vu ces notions-là dans la première unité de tronc commun scientifique. Donc ici, je vous rappelle, ce flux, il se fait dans les chaînes alimentaires. Donc ici, j'ai représenté une chaîne alimentaire très simple et très schématique. Regardez ici, j'ai représenté les plantes, ça veut dire les producteurs, qui ont assimilé l'énergie lumineuse et l'ont transformée en énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Et bien sûr, ils doivent utiliser une certaine quantité de cette matière par le biais de la respiration pour produire l'énergie indispensable aux activités cellulaires de ces végétaux. Le reste, il est transmis au premier maillon de la chaîne alimentaire. Ça veut dire au niveau trophique prochain, les consommateurs de premier ordre, qui sont la plupart des fois des herbivores. Par la suite, ils ont la même chose, ils vont utiliser une partie de cette matière organique, bien sûr de cette énergie. Lorsqu'on parle maintenant, on a un couplage matière organique, énergie. Une partie de cette énergie, de cette matière organique est utilisée par le lapin pour libérer une quantité d'énergie indispensable aux activités cellulaires de ce lapin-là. Le reste, il est transmis au deuxième maillon, ça veut dire consommateur de second ordre, et ainsi de suite. Donc on assiste ici à quoi? À un flux de la matière et de l'énergie, et de l'énergie qui a été produite pour la première fois dans un écosystème par les producteurs. Donc ces animaux que vous voyez ici, ils sont nommés des hétérotrophes. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas assimiler l'énergie lumineuse et emmagasiner l'énergie lumineuse. Et l'extrait, l'énergie emmagasinée dans la matière organique, ça veut dire les nutriments qu'ils ont pris, cette énergie est utilisée dans les activités cellulaires, par exemple les réactions chimiques, travail mécanique tel que par exemple des contractions musculaires, le travail des microtubules et des microfilaments et ainsi de suite, sous forme d'une molécule énergétique universelle nommée l'ATP. Donc notre unité, elle va se baser sur cette molécule très importante à l'échelle universelle. Donc, les cellules de ces organismes doivent convertir, même les animaux, ils doivent convertir l'énergie emmagasinée dans la matière organique, ça veut dire les glucides, les lipides et les protéines, et ils doivent la convertir en quoi? En énergie directement utilisable qui est l'ATP. Ça, c'est un sigle de la nomination adénosine triphosphate. Quelle est la structure de cette ATP? On va passer à la diapositive suivante. L'ATP, c'est quoi? J'ai dit que c'est la nomination adénosine triphosphate. Adénosine triphosphate. Donc cette nomination, elle nous donne un tout petit peu la structure, la composition chimique de cette molécule. Il est constitué d'un noyau qui s'appelle l'adénine. C'est une base azotée. C'est une base azotée nommée l'adénine.
plus lié à un ribose, c'est un oside qui contient 5 atomes de carbone. Cette liaison, il va nous donner quoi? Ces deux-là, ils vont constituer ce qu'on appelle l'adénosine. Adénosine. Le noyau seul, il est nommé adénine. Lorsque lui ajoute le ribose, il s'appelle l'adénosine. Donc, au niveau du carbone numéro 6, on a incorporation de 3 groupes non-phosphates, H3PO4. Donc, cette incorporation va changer la nomination de la molécule. Elle va être adénosine ça veut dire 3 groupements phosphates. Bien. Donc, cette molécule, elle a une particularité. C'est quoi? C'est qu'il peut dissocier ce phosphate. Grâce aux enzymes qui sont nommées des kinases, on peut libérer ce phosphate-là. Elle peut être libérée. Voici une liaison chimique ici entre le deuxième groupe du phosphate et le troisième groupement phosphate. Regardez la liaison, elle est hautement énergétique. Lorsqu'on cède cette liaison, qu'est-ce qui se passe? On a libération d'une quantité d'énergie qui est utilisée par les activités cellulaires. Donc, on aura comme résultat adénosine diphosphate. Ça s'appelle ADP. ADP. Plus un phosphate inorganique qui est libre, bien sûr. Bien. Voilà. Carbone numéro 5. Oui, je m'excuse. Ici, les groupements phosphates sont liés au carbone numéro 5. Bien, on va passer. Cet ADP, elle a l'aptitude de se transformer en ATP, bien sûr, mais il a besoin d'une quantité d'énergie. C'est une réaction endergonique. Ça veut dire qu'il capte l'énergie et cette énergie, elle est stockée au niveau de cette liaison. Donc, regardez ici, à notre schéma, l'heure de la synthèse, ça s'appelle une réaction de synthèse qui fait appel à une enzyme qui s'appelle une kinase. Et la même chose pour la dégradation, ça s'appelle une hydrolyse d'ATP. Bien, donc on va proposer maintenant la problématique. Quelles sont les modalités de conversion de l'énergie potentielle contenue dans les métabolites en énergie utilisable par les cellules? Et dans une autre question, on va voir les structures. Quelles sont les structures cellulaires impliquées dans les mécanismes qui assurent cette conversion d'énergie? Bien, donc, tout court, on va passer au premier point, mise en évidence des types de réactions responsables de la libération d'énergie potentielle du nutriments organique et un petit 1, mise en évidence de la respiration cellulaire et de la fermentation. Bien, donc pour mettre en évidence ces deux phénomènes, la respiration et la fermentation, on va faire appel à des expériences assistées par ordinateur. Donc regardez bien, on place dans le bioréacteur de dispositif XAO, expérience assistée par ordinateur qu'on va voir dans cette figure 1. On va bien sûr expliquer cette expérience. Une solution de levure bien oxygénée de concentration 10 grammes par litre. Voici les levures. Elles figurent ici dans cette observation microscopique. Ce sont des cellules qui appartiennent aux champignons. Donc, ce sont des champignons ici qui bourgeonnent. Regardez bien. Donc, et dans ce bioréacteur, on va mettre aussi deux sondes, une à dioxygène et l'autre à dioxyde de carbone. Ces deux sondes qui vont mesurer la concentration et l'évolution de la concentration de ces deux gaz. Et l'autre à CO2, on ferme le bioréacteur, c'est ça le bioréacteur. C'est un milieu confiné, fermé, et bien sûr on gère les constituants qu'il y a dedans. On ferme le bioréacteur grâce à l'agitateur, le voici ici en dessous. Grâce à l'agitateur, la solution est toujours homogène et bien oxygénée. On relie chaque sonde, voici les sondes, ils sont reliés à une interface, et cette interface est reliée à l'ordinateur pour bien, avec des logiciels, on peut visualiser les résultats des expériences. Donc on relie chaque sonde à son interface et les deux interfaces à un ordinateur, on démarre les mesures, puis à T1, on injecte 1 ml de solution de glucose. Donc, voici la seringue d'injection. Ici, on va injecter le glucose, bien, à une concentration de 5 grammes par litre. La figure 2 donne les résultats obtenus dans un milieu aérobie. Aérobie veut dire un milieu qui contient le dioxygène. Un milieu aérobique, ça veut dire un milieu qui contient le dioxygène. Puis, à T1, on injecte 1 ml de solution de glucose à 5 grammes par litre. La figure 2 donne les résultats obtenus dans un milieu aérobie, alors que la figure 3 présente les résultats obtenus chez des levures privées de dioxygène. Ça veut dire milieu anaérobie, en utilisant le même protocole expérimental. Voici les résultats. Donc, ça, la figure 2, elle concerne le milieu aérobie. La figure 3, elle concerne le milieu anaérobie. Et on va débuter par la figure 2. On va analyser et on va voir qu'est-ce qu'on peut extraire de cette analyse. Regardez bien.
Avant T1, qu'est-ce qu'on avait dit? À T1, on avait injecté le glucose. Avant T1, regardez, la concentration de dioxygène, elle est de l'ordre de 350 micromoles par litre. Et la même chose pour le CO2, elle est de l'ordre de 200. La concentration de CO2 dans le bioréacteur est de l'ordre de 200, à peu près 250 micromoles par litre. Après l'injection de glucose, regardez que les deux concentrations sont stables. Après l'injection, on constate une diminution de la concentration d'oxygène jusqu'à ce qu'il arrive à environ 200 micromoles par litre. En parallèle d'une augmentation de la concentration de CO2 qui arrive à une concentration de 600 micromoles par litre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les levures, ou bien les cellules de levure, elles respirent. Elles absorbent le dioxygène, elles consomment le dioxygène en présence de glucose et elles libèrent le CO2. C'est ça la respiration. Donc ici, on a mis en évidence la respiration. On va voir de l'autre côté, ça veut dire le milieu anaérobique. Dans le milieu anaérobie, regardez, dans les 3 premières minutes, 4 premières minutes, la concentration initiale de l'oxygène était de l'ordre de 350 micromoles par litre, ça veut dire identique au premier protocole expérimental, mais au bout de ces 3 premières minutes ou bien 4 minutes, la concentration d'oxygène devient nulle. Ça veut dire que les levures consomment tout l'oxygène présent dans le bioréacteur. La concentration de CO2 qui était de l'ordre de 200, il a augmenté jusqu'à 400. Par la suite, après l'injection de glucose, qu'est-ce qu'on obtient? Une augmentation très importante de la concentration de CO2 qui parvient à une concentration de 1600 micromoles par litre, alors qu'on avait dit déjà que la concentration de dioxygène est nulle ou bien presque nulle. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces cellules, sans oxygène, sans absorber du dioxygène, qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent le CO2. D'où provient ce CO2? Il provient de la dégradation du glucose. Très bien. Donc c'est ça ce qu'on appelle la fermentation. Donc comment se passe la fermentation? Comment se passe la respiration? On va voir les détails par la suite. Pour voir comment évoluent les populations de levures et certains paramètres du milieu des levures ont été placés dans un milieu de culture contenant le glucose en présence de dioxygène, milieu 1, en son absence, milieu 2. Le tableau ci-dessous présente les conditions et les résultats de cette expérience. Voici le tableau, regardez bien. Donc on a ici le milieu aérobie. Regardez ce qu'on a au début. On a le poids de levure formé, ça veut dire la masse de levure qui a été formée dans un délai de temps. Ici, on a la quantité de glucose consommée. Ici, on a la présence de l'éthanol. Donc, regardez que dans un milieu aérobie, on avait production à peu près de 2 grammes de levure avec consommation de 150 grammes de glucose et sans aucune production d'éthanol. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On peut dire que ces cellules de levure, ils ont absorbé le glucose et l'ont dégradé parfaitement en autre matière minérale, aucune matière organique en produit. En consommant le glucose, il a extrait l'énergie contenue dans son glucose pour se multiplier. C'est ça, une des activités parmi les activités dont on avait parlé. Pour le milieu anaérobie, ça veut dire la fermentation. Regardez la quantité formée de levure, 0,25 à peu près grammes. Donc c'est très faible. Regardez la quantité de glucose consommée, 45 grammes. Et ici, en résultat aussi, dans les produits, on a l'éthanol à la fin de l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glucose a été transformé en éthanol. Donc ça, c'est une fermentation alcoolique. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la fermentation? On va résumer un tout petit peu. La respiration, on a consommation totale de glucose, destruction, oxydation totale du glucose en matière minérale et production d'une grande quantité d'énergie qui est valable pour la multiplication de ces cellules. En ce qui concerne la fermentation, il consomme moins de glucose et il ne le consomme pas totalement, mais il le transforme en éthanol. Ça veut dire en une matière organique qui contient encore une énergie potentielle. Bien, et bien sûr, donc l'énergie qu'on va extraire, elle est très faible en comparaison avec la respiration. C'est pourquoi on note ici une faible élévation de la masse des levures. Bien, on va passer maintenant à autre chose. Les schémas de la figure 4 présentent des électronographies. Électronographie veut dire image électronique. Image, pardonnez-moi, image faite par le microscope électronique. Donc, des cellules de levure prises des deux milieux, ça veut dire le milieu aérobie et le milieu anaérobie. Sous forme d'un tableau, réaliser un bilan dans l'ensemble des phénomènes qui caractérisent
d'une part le métabolisme de la respiration et d'autre part celui de la fermentation. Avant de faire cette comparaison, on va passer à comparer les deux cellules, l'aspect des deux cellules. Regardez ici bien. Les levures qui ont été cultivées dans un milieu aérobie, regardez leurs aspects. Ici, les milieux cultivés dans un milieu anaérobie. Donc, on constate que les deux cellules contiennent un noyau, c'est normal, puisque ce sont des eucaryotes, et ils contiennent des vacuoles. Voici la vacuole ici. Ici, le volume de la vacuole n'a aucune importance, il n'a pas de liaison avec notre sujet. Mais ce qu'on note ici, c'est quoi? Ici, on a 4 grandes mitochondries. Ça, donc, puisque c'est un schéma, donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la respiration, elle a besoin de la présence des mitochondries. C'est très indispensable, la présence des mitochondries dans le métabolisme de la respiration. Alors que dans le métabolisme de la fermentation, ça veut dire dans un milieu anaérobie, regardez bien que le nombre de mitochondries est très faible. On a ici représenté 2 seulement. Et regardez même la grandeur, ils sont de très petite taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fermentation ne fait pas appel en mitochondries. Bien. Donc ici, voici le bilan. Voici le bilan. Regardez bien. La respiration et la fermentation. La respiration, elle a besoin d'un milieu aérobie. Il exige la présence de dioxygène. Et elle nécessite la présence des mitochondries. On assiste à un rejet de CO2, dégradation complète de glucose, beaucoup d'énergie produite, très efficace. Ça veut dire que cette respiration est très efficace. On va voir maintenant la fermentation. Regardez bien. Milieu anaérobie, ça veut dire qu'il ne nécessite pas la présence de dioxygène, se déroule dans l'hyaloplasme, ça veut dire dans le cytoplasme, dans le cytosol, c'est la même nomination, rejet de CO2 et de molécules organiques, éthanol ici, qui contient encore une quantité de l'énergie potentielle. Dégradation partielle, puisqu'on a des résidus organiques, et peu d'énergie produite, ça veut dire moins efficace. Bien. Bilan, la respiration cellulaire est une excitation complète de matière organique, par exemple le glucose. En milieu aérobie, il nécessite l'intervention des mitochondries et produit une quantité importante d'énergie. La fermentation, elle, c'est une oxydation incomplète de matière organique. En milieu anaérobie, il se déroule dans l'hyaloplasme et produit une faible quantité d'énergie et des résidus organiques, l'éthanol par exemple, contenant encore une énergie potentielle. Voici l'équation bilan de la respiration. C'est à peu près l'inverse de l'équation de la photosynthèse. Donc le glucose plus oxygène, ça va donner CO2 plus H2O plus une quantité d'énergie. Voilà. Donc ici, le glucose, il contient une quantité d'énergie. Hein, mais cette énergie, elle est convertie en une énergie chimique. Bien. Donc toute l'énergie contenue dans le glucose, elle est transformée en une grande quantité d'énergie chimique contenue dans la cellule, ça veut dire utilisée par la cellule. Bien, on va voir maintenant l'équation globale de la fermentation. Le glucose, il est transformé en éthanol par le biais d'un certain nombre d'étapes de réactions catalysées par des enzymes. Cet éthanol, il renferme encore une faible quantité d'énergie. Donc voici l'énergie du glucose, c'est très schématique. Voici l'énergie un peu plus faible de l'éthanol, plus une faible quantité d'énergie utilisé par les cellules. Et voici le résidu minéral qui en résulte de cette réaction, c'est le CO2. Donc, comment se fait cette oxydation de glucose? Bref, on va passer au destin, au devenir de glucose dans la cellule. Donc, pour savoir ce destin de glucose dans la cellule, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur des réactions ou bien des expériences qu'on appelle expériences de marquage radioactif. Donc, des cultures de levure sont réalisées en présence et en absence de dioxygène dans des milieux contenant une faible quantité de glucose marquée au carbone 14. Vous avez déjà vu l'année dernière, ça veut dire en première année baccalauréat, des expériences similaires à celle-ci. Des prélèvements effectués à différents temps permettent de détecter et d'identifier les molécules radioactives présentes dans les compartiments intracellulaires et extracellulaires. Le tableau de ce résume les résultats obtenus. Regardez le tableau. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les temps et ici on a dans le milieu anaérobique, ça veut dire sans oxygène, milieu extracellulaire, hyaloplasme, ça veut dire milieu intracellulaire. Ici dans le milieu aérobique, toujours on a le milieu extracellulaire et on a le milieu intracellulaire. Bien. Donc à T0, qu'est-ce qu'on constate? La radioactivité du glucose C14, elle est très intense au niveau de quoi? Au niveau du glucose. Pourquoi? Parce que c'est le glucose qu'on avait marqué. On avait injecté un glucose marqué au C14. Donc voici le début de des expériences. Le glucose est déjà dans le milieu extracellulaire.
Mais AT1, regardez bien qu'est-ce qui se passe. AT1, déjà le glucose, la quantité de glucose dans le milieu extérieur devient faible et on a une quantité qui apparaît au niveau du hyaloplasme. La même chose pour le milieu anaérobie. Apparition d'une quantité de glucose dans l'hyaloplasme. Donc ça veut dire quoi? Comment ça est expliqué? Ça veut dire que le glucose pénètre dans la cellule. Bien. Une fois pénétré dans la cellule, regardez, entre T1 et T2, qu'est-ce qui se passe? La radioactivité se transforme en acide pyruvique. Donc il n'y a plus de glucose ici radioactif. Toute la radioactivité se concentre au niveau de l'acide pyruvique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le glucose se transforme en acide pyruvique, le glucose aussi se transforme dans le milieu aérobie en acide pyruvique. Donc ça, c'est la première étape de la dégradation du glucose nommée la glycolyse. Ça se passe au niveau de quoi? Au niveau de l'hyaloplasme, au niveau du cytoplasme. Bien. Par la suite, quel est le devenir de cet acide pyruvique? On va maintenant étudier le milieu anaérobie seul. Dans le milieu anaérobie, regardez bien que la radioactivité de l'acide pyruvique devient de plus en plus faible, mais on a apparition de l'éthanol et de CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide pyruvique se transforme en éthanol et en CO2. Au niveau de quoi? Au niveau du hyaloplasme, toujours. Donc ça, c'est la deuxième étape de quoi? De la fermentation. Première étape, c'est la glycolyse, c'est le passage du glucose en pyruvate et par la suite de pyruvate en éthanol plus CO2, c'est la deuxième étape. Cet éthanol et ce CO2, ils sont évacués vers l'extérieur de la cellule. Bien, pour le milieu aérobie, regardez bien. Le milieu aérobie, le pyruvate se transforme, pénètre dans la mitochondrie, regardez bien, molécule détectée dans la mitochondrie lorsqu'on a cette étoile-là. Donc ça veut dire le pyruvate, il pénètre dans la mitochondrie et se transforme en acide de cycle de Krebs et par la suite en CO2. Regardez ici que la radioactivité diminue dans les acides de cycle de Krebs et devient de plus en plus importante dans les CO2 qui va être évacué à T4 et à T5 vers le milieu extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici le pyruvate pénètre dans la mitochondrie, se transforme en acide de cycle de Krebs plus CO2. Par la suite, ces acides de cycle de Krebs se transforment totalement en CO2 qui est évacué vers l'extérieur de la cellule. Bien, donc on déduit que dans les deux milieux, de T0 à T, c'est une explication de ce que j'avais déjà dit, donc on ne va pas perdre de temps là-dessus. Bien, ce sont les étapes suivantes de la respiration. Bien, donc on voit ici un bilan. Regardez bien. Dans ce bilan, j'ai essayé de résumer tout ce qu'on avait déjà vu, pardonnez-moi, en ce qui concerne la fermentation et en ce qui concerne la respiration. Voilà. Donc, le glucose pénètre dans la cellule. Voici la membrane plasmique. Ça, c'est le cytosol, cytoplasme, hyaloplasme. C'est la même nomination. Une fois entré, il va se transformer en acide pyruvique. C'est la glycolyse, par le biais d'un certain nombre de réactions chimiques qu'on va détailler ultérieurement. Donc, dans le milieu anaérobie, qu'est-ce qui se passe? L'acide pyruvique se transforme en éthanol plus CO2 qui sont libérés dans le milieu extérieur. C'est ça la fermentation. Mais pour le métabolisme respiratoire, regardez, l'acide pyruvique, il pénètre dans la mitochondrie, et il se transforme en acide de cycle de Krebs, puis il se transforme en CO2 qui est évacué vers l'extérieur. On avait déjà vu dans l'exercice premier que les mitochondries font appel à l'oxygène. Donc très bien. Donc jusqu'à ici, on avait montré cette mise en évidence de la fermentation et de la respiration. Et dans les séances prochaines, ça c'est la première séance, dans la séance 2 et la séance 3, on va essayer de détailler qu'est-ce qui se passe au niveau de la glycolyse, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mitochondrie et quelles sont les étapes de la fermentation. Très bien, et au revoir à la deuxième séance, Inch'Allah. Salam alaikum.